Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet atelier. Je vois qu'il y a encore 2-3 personnes qui s'installent. Je vais les laisser s'installer. Bien, bonjour. Donc c'est parti. Quelques mots d'introduction avant de lancer cet atelier. Donc, avec une question sur le thème de cet atelier, mais et si vous vous dotiez de la capacité à anticiper l'imprévisible pour des lieux qui accueillent des visiteurs, prédire, optimiser les flux, qu'ils soient humains ou matériels, est devenu un enjeu majeur. Chez Solutions Productives, société de conseil et à la fois cabinet de recherche qui est en activité depuis plus de 30 ans, eh bien nous vous apportons des réponses à travers une solution qu'on a baptisée Flux Dynamics 4D. Que vous souhaitiez maîtriser les fils de visiteurs et les temps d'attente, mais aussi sécuriser des évolutions architecturales par exemple, ou optimiser la conception de vos organisations de travail, nous avons développé l'art de tester différents scénarios, de les instruire et en quelque sorte de projeter l'avenir. Je suis Vincent Guilloux, directeur général adjoint du cabinet Solutions Productives et je vous propose de découvrir notre solution au cours de cet atelier qui va réunir Elvire Copos du musée d'Orsay, alors dont la fonction Elvire, c'est responsable programmation et coordination de projet, c'est ça. Delphine Nantais, qui est consultante au sein du cabinet Solutions Productives, et Bastien Zubiat, qui est notre ingénieur outils numériques. Et on va avoir l'occasion de vous développer la démarche de collaboration que nous avons menée depuis de nombreuses années avec l'établissement public du musée d'Orsay. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, pour commencer, je vais dire quelques mots sur notre partenariat du cabinet avec le musée d'Orsay, donc qui a commencé depuis plusieurs années, depuis 2016. On accompagne le musée, ça fait déjà depuis sur plus d'une quinzaine de projets hors musée d'Orangerie. Et à chaque projet, finalement, les différentes directions du musée sont mobilisées, en plus de la direction de l'architecture. Donc, pour information, en 2016, nous avons commencé à accompagner le musée plus sur des questions de postes de travail, réaménagement de postes de travail, conception. Et puis progressivement, on a élargi le périmètre aussi en voyant au fur et à mesure les phénomènes qui se passaient autour des postes de travail, et notamment tout ce qui est file d'attente, comment se comportaient finalement les différents visiteurs dans leur parcours visiteur. Et donc on a élargi l'accompagnement sur tout ce qui est gestion des flux et notamment sur un projet qui est la refonte du parcours visiteur au sein du musée d'Orsay. Donc, Elvire va vous donner quelques éléments du projet initial. Le projet n'est pas encore paru dans la presse, mais ça va être dans assez peu de temps. On a un gros projet de refonte de l'accueil sur lequel on travaille depuis maintenant presque une quinzaine d'années. Mine de rien, ça prend du temps de travailler sur ce type de projet. On a de grosses problématiques de flux avec une surfréquentation que les grands établissements culturels connaissent par cœur. Et notre objectif était de fluidifier le parcours des visiteurs, de leur permettre d'attendre peut-être moins, notamment à l'extérieur. Si tout le monde visualise le musée d'Orsay, on a ici là en gris, est-ce que tu as la petite flèche? Oui, super. Ce qu'on appelle le parvis du musée d'Orsay, l'extérieur qui est devant et qui permet d'abriter des files d'attente. Et notre objectif étant de fluidifier, on a imaginé un projet très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, en maintenant des entrées sur le parvis. Je la fais rapidement, mais en dégageant les espaces qui sont ensuite sous la marquise, de plein de fonctions qui ne sont pas au bon endroit, et en reculant les fonctions de billetterie dans l'autre espace, du coup, voilà, celui-ci, et surtout en différenciant les flux d'entrée et de sortie. Donc tout ça, on l'a pensé, les visiteurs sortiront, et ça c'est vraiment en avant-première, les visiteurs sortiront par
ce qu'on appelle le hall Bonterland, qui aujourd'hui est un espace qui n'est pas ouvert au public, donc on va complètement réhabiliter cette zone. L'idée, c'était de séparer ces flux, mais tout ça, on l'a pensé en chambre. On a travaillé avec les directions, on a réfléchi sur les plans, on a travaillé avec notre maîtrise d'œuvre interne, mais à un moment, on s'est quand même posé la question de comment est-ce qu'on va affronter ça à la réalité avant de faire des travaux coûteux, je ne vous cache pas, et qui engendrent des difficultés de fonctionnement pour le musée pendant plusieurs années, puisqu'on va faire des travaux à musée ouvert. Delphine, je pense qu'il est temps que je te repasse la parole. Donc en fait, quand on a commencé, les réflexions, comme dit Elvire, ont commencé depuis plusieurs années. En fait, rapidement, il y a eu des difficultés à se représenter avec des outils classiques, type des plans 2D, des fichiers Excel avec tout ce qui est donné du musée, des difficultés à se représenter finalement quels étaient un peu les phénomènes de ces files d'attente, des parcours visiteurs, de mieux comprendre comment se créer les goulots d'étranglement. Et puis, donc finalement, c'est là où en fait, on a développé aussi notre démarche, notre solution Flux Dynamics 4D pour justement aider le musée à rendre visible cette complexité et pour pouvoir aider vraiment les parties prenantes du projet à échanger sur les données les plus pertinentes à mettre dans le projet et éclairer forcément les décisions qui allaient être prises par le musée. Donc quelques mots sur notre solution Flux Dynamics 4D. Donc c'est une démarche qui permet donc de modéliser au plus proche du réel les flux complexes de personnes. Vous avez ici une illustration, et je reviendrai un peu plus tard sur cette modélisation, mais c'est une modélisation qui a été créée justement par le cabinet à partir des données du musée d'Orsay et qui permet d'aider à se représenter les différentes interactions entre les flux, d'identifier finalement comme je vous disais, les goulots d'étranglement et de prévoir finalement comment le parcours visiteur va se faire au fur et à mesure du projet. Donc le projet, à ce stade-là, avait plusieurs, et Elvire pourra le redire, il y avait déjà au moins 3 scénarios qui étaient réfléchis pour ce projet de refonte de l'accueil. Et donc l'idée, c'était vraiment d'aider le musée à affiner, on va dire, le scénario à retenir pour ce projet. Et donc d'optimiser les choix architecturaux, mais pas que, puisqu'en fait, l'idée, c'était aussi d'optimiser les choix techniques, on va en reparler, organisationnels, puisque très liés au nombre de postes de contrôle, postes de caisse qui allaient être mis en place dans le projet. Mais vous allez voir aussi que ça a permis d'éclairer aussi des questions du modèle économique de vente en ligne du musée. Donc, quelques mots sur les moyens mobilisés pour cette modélisation. On est parti donc, des données du musée d'Orsay, avec des données qu'on retrouve souvent dans les projets, des plans de l'existant, des plans du projet, et également toutes les exigences sécurité, notamment avec les jauges de sécurité du musée à respecter, toutes les caractéristiques de vente en ligne, donc les types de billets que le musée développait, et puis également, comme je vous ai dit, les fichiers de tableur Excel assez classiques où on retrouvait tout ce qui était fréquentation annuelle, journalière, même différencié par type de billet. Donc ça, c'est des données qu'on a pris appui sur ces données-là. Mais il faut savoir notre valeur ajoutée dans le cabinet, c'est vraiment de s'appuyer sur la variabilité des données. On ne raisonne vraiment pas à la moyenne. L'idée, c'est de travailler de rendre visible ce qui peut, la vie réelle, la variabilité que peut rencontrer les agents au quotidien, les visiteurs aussi au quotidien quand ils visitent le musée. Et donc, comme je vous l'ai dit, notre partenariat a commencé depuis 2016. Donc, on s'était aussi appuyé de nos données qu'on avait déjà réalisées en 2007 jusqu'à 2017 à 2019, qui a permis aussi de nourrir ce projet-là. Je reviendrai dans le détail, mais c'est plus pour vous illustrer un petit peu cette photo que je représenterai en détail. C'est vraiment s'intéresser à la variabilité. Donc là, c'était à la variabilité du nombre de passages de visiteurs, puisque c'est aussi notre cœur de métier de ne pas raisonner à la moyenne.
Autre donnée qui a permis donc de consolider un petit peu les données qu'on allait injecter dans la modélisation, c'est à la fois des données quantitatives. Donc, en fait, on est l'équipe d'intervenants à réaliser des analyses sur le terrain. Donc notamment par des captations de données réelles. L'idée étant finalement on n'allait pas tout capter comme données, mais vraiment de s'intéresser aux phénomènes majeurs qui pouvaient créer des goulots d'étranglement, des ralentissements. Donc on a réalisé cette partie de captation des données, vous nous voyez ici en situation. D'ailleurs, nous avons développé à ce moment-là aussi une application qui nous a permis de capter ces données quantitatives. Et puis, des données qualitatives. Donc là, c'est plus comme on analyse le réel, donc que ce soit le travail des agents à leur poste, mais aussi le comportement des visiteurs, voir un petit peu ce qui, dans leur expérience, peut ralentir les flux. Ça passe aussi par une analyse de données qualitatives et également par des phases d'observation sur le terrain. Important aussi, c'est-à-dire que les données sont très importantes, données réelles, mais aussi c'est important d'avoir les bonnes personnes autour de la table. Ça veut dire que même si on a ces données-là, l'idée c'est vraiment de les confronter avec l'équipe projet, de les confronter avec l'encadrement, les agents, pour voir si ce qu'on a capté comme données sont assez représentatives de ce que vivent les personnes au quotidien et si c'est représentative pour les questions du projet du musée. Donc ici, vous avez des illustrations de cette variabilité. L'idée, c'est de mettre aussi en avant, de rendre visibles des phénomènes majeurs. Donc, en fait, donc ici, c'est des exemples, bien sûr, mais on s'est vite rendu compte que les files d'attente, elles varient au fur et à mesure des jours, des mois de l'année. Des fois, il fait beau à Paris, et donc on a chaud, on a moins de vêtements, et au contraire, quand il fait plus froid, on a plus de parapluies, on a plus de manteaux. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas anodin pour la suite de nos analyses, puisqu'en fait, ça va avoir un impact, on va le voir sur la suite. Un autre exemple ici de variabilité. Donc ici, vous avez une illustration de nos observations qui ont été faites au niveau des portes-tambours, donc des portes d'entrée du musée. L'idée, c'était de voir justement comment, sur des périodes de temps données, combien de personnes passaient par porte-tambour. Donc on voyait que finalement, c'était variable dans le temps. Et puis aussi d'associer, au-delà du nombre de personnes qui varient dans le temps, c'était le délai entre ces passages de porte-tambour et aussi ce qui pouvait rendre visible ce qui pouvait se voir à ce moment-là, et notamment les régulations. Et à ce moment-là, les régulations, c'était, on avait pas mal de blocages de portes d'entrée. On avait des files d'attente qui pouvaient augmenter, diminuer. Et on observait qu'il y avait des régulations avec le service sécurité et l'accueil et la partie publique. Alors, il y avait vraiment des régulations qui se passaient. Et donc l'idée, c'était vraiment de rendre visibles ces phénomènes assez micro-phénomènes et ne pas raisonner encore une fois à la moyenne. Ici, d'autres exemples qui sont aussi intéressants, c'est-à-dire que le parcours visiteur, on ne raisonne pas aussi à la moyenne. L'idée, c'était de voir, on parlait des données qualitatives, c'était aussi de voir qu'est-ce qui peut faire qu'un visiteur attendre longtemps du parvis jusqu'à l'entrée du musée ou au contraire passe plus de temps. Donc ici, vous avez une illustration, encore une fois, c'est des exemples pour aussi parler de ce qu'on a pu rentrer comme... quelles données on a pu analyser. Ici, vous avez un couple de visiteurs qui s'est présenté donc, aux porte-tambours. Et puis finalement, alors, si j'arrive à montrer... Hop. Voilà. Donc ici, vous avez un couple qui est rentré au niveau de la porte-tambour, qui en fait était ici à proximité des caisses, mais qui ne savait pas forcément par où prendre l'entrée, la file des caisses, pardon. Et donc finalement, se sont réorientés vers l'agent de sécurité qui contrôlait au bagage X pour finalement que la personne au bagage X oriente les personnes, le couple, au niveau des caisses.
Donc là, au niveau des caisses, il y a eu tout un échange de l'agent en caisse qui a expliqué les différents types de billets que le musée proposait. Et finalement, au fur et à mesure de la discussion, les visiteurs ont dit on est intéressé par une carte blanche. Et donc finalement, pour faire une carte blanche, ce n'est pas en caisse 1, mais il faut aller en caisse 6. Et donc le couple s'est décalé et a été au niveau de la caisse 6. Donc ça a pris un petit peu plus de temps parce qu'il fallait faire un formulaire, une adhésion. Et donc ensuite, une fois que la carte blanche a été faite, le couple est rentré par les contrôles billets, a continué son parcours. Donc ici, vous avez des stops au fur et à mesure du parcours pour expliquer que dans la réalité, effectivement, les personnes se sont dirigées vers le vestiaire, mais la personne, entre-temps, voulait changer de chaussures, donc elle s'est arrêtée, elle a changé de chaussures et mis d'autres chaussures dans le sac, pour ensuite déposer ses affaires au vestiaire, revenir, et puis ensuite aller dans le hall 9, demander quelques informations au comptoir d'accueil et puis ensuite un petit temps de pause pour repartir ensuite sur le parcours. Donc ici, on est sur un temps entre la porte tambour et le hall 9 de 32 minutes. Oui. Sachant qu'il faut à peu près 3 à 4 minutes quand on ne fait pas tout ça pour parcourir cette distance-là. Et c'est un exemple qu'on évoque, pardon, excuse-moi, mais c'est un exemple que Delphine avait fait émerger à l'époque de cette étude et qu'on évoque encore aujourd'hui en interne avec un sourire, en disant il y a des gens qui mettent 30 minutes à faire cet accès d'entrée. Donc voilà, c'est pour compléter l'exemple. Donc là, un couple de visiteurs qui avait été observé aussi, qui lui connaissait déjà le musée, avait anticipé, avait pris un billet et finalement est sorti des portes tambours, a été directement au contrôle billet et est rentré dans le musée et a commencé sa visite. Donc, pour revenir à notre démarche flux dynamique 4D, donc on s'est intéressé pour le musée d'Orsay en termes du périmètre, on s'est intéressé aux visiteurs donc, sur le parvis, puis qui sont rentrés dans les portes tambours. Puis au niveau des bagages X, qui se sont... donc en fait, là, je vous présente toute la chaîne de circulation du parcours visiteur. Donc, après les bagages X, en fait, les visiteurs vont directement aux caisses, en tout cas dans l'existant, ils vont directement aux caisses, au contrôle billet, vont faire un passage au vestiaire et commencent leur visite au hall 9. Donc, c'est sur ce parcours-là qu'on a fait notre accompagnement et qu'on a analysé ce qui pouvait se passer. Donc, quelques résultats intéressants à vous partager sur ce qu'a pu apporter cette dynamique. Donc, première question, et je ferai le lien aussi avec Elvire, c'est qu'en fait, le musée s'intéressait à savoir justement quel impact pouvait avoir le fait d'ajouter des bagages X. Donc ici, dans l'existant, on avait 4 bagages X et dans le projet prévoyait 8 bagages X. Donc l'idée, c'était de savoir comment vont se comporter les files d'attente avec cet ajout. Et de la même façon, comme disait Elvire, ils ont augmenté le nombre d'entrées. Donc on est passé de 2 portes d'entrée à 4 portes d'entrée. Donc finalement, la modélisation a permis d'éliminer certains scénarios projets, puisqu'en fait, rapidement, voilà ce qui est ressorti en fait de la modélisation. On a finalement un des premiers messages qu'on a renvoyé au musée d'Orsay, c'était de montrer cette interdépendance entre les postes. Poste bagage X, poste contrôle billet, caisse. Et c'est ce que vous voyez ici, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que certains postes n'absorbaient pas tous de la même façon le nombre de personnes par minute, mais qu'il y avait vraiment une hétérogénéité entre les postes. Donc ici, et Elvire va bien sûr compléter, c'est que le goulot d'étranglement du système, ici, c'était le bagage X. Et donc, en fait, il ne suffisait pas d'ajouter des bagages X pour que la suite des postes puisse absorber le débit de visiteurs. Et en fait, ça a été une révélation pour tous les professionnels sur le terrain, puisqu'on connaît quand même hyper bien notre terrain. Il y a beaucoup d'encadrants, beaucoup d'agents qui travaillent sur le terrain. Et on accusait d'abord les portes du musée d'être
un goulot d'étranglement. Or, la toute première étude a révélé que ce n'était pas le cas. C'était bien les bagages X qui étaient le goulot d'étranglement. Et la seconde étude nous a permis de comprendre que si on augmente, c'est ce que vient de dire Delphine, les bagages X, le flux va augmenter. Et donc, il va falloir prévoir d'augmenter tous les postes qui suivent. Parce qu'en caisse, on va avoir de la file d'attente si on n'augmente pas le nombre de postes de caisse. Au contrôle des billets, on va avoir de la file d'attente, ce qui est quand même un problème. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez le musée. Aujourd'hui, ça passe rapidement. Je pense que si vous êtes en musée, vous n'avez pas envie d'avoir de la file d'attente au contrôle. Et en fait, ça se répercute comme ça vraiment sur tous les postes. Donc ça, c'était la première vraie révélation de ça. Et on ne l'avait pas du tout en tête parce qu'on ne percevait pas. On percevait poste par poste en tant que professionnel, mais on n'avait pas cette notion sur tout le parcours et les impacts sur chacun des parcours que pouvait avoir une augmentation ou une diminution du nombre de passages des visiteurs. Donc là, en fait, dans le projet, vous avez augmenté le nombre de postes contrôle. Absolument, je ne l'ai pas dit, pardon Delphine, excuse-moi. Du coup, on a dimensionné un projet, on garde le même nombre de caisses qu'aujourd'hui. Donc on a 6 caisses au musée d'Orsay, on aura 6 caisses dans le prochain projet. On a 6 postes de contrôle aujourd'hui, mais comme on fluidifie l'entrée et que tous les visiteurs passent au contrôle, on va augmenter le nombre de postes de contrôle. On a 8 postes de contrôle sur le projet futur. Et ça, honnêtement, merci Solutions Productives, parce que si on ne l'aurait pas vu, vraiment, on aurait gardé 6 postes de contrôle et on aurait créé des bouchons aux postes de contrôle dès l'ouverture du nouveau projet. Alors, quelques autres résultats intéressants à vous partager. Donc, on est sur le sujet dimensionnement de la vente en ligne, qui était très en lien avec justement la surface du parvis qu'avait envisagé le musée d'Orsay, puisque dans le projet, le musée d'Orsay souhaitait augmenter la surface du parvis, puisqu'en fait, ils augmentaient en parallèle le nombre d'entrées. En fait, de la même façon, avec Bastien et puis les autres collègues, on a pu faire justement, comme on vous l'a dit, des phases d'investigation de terrain. Et on a bien vu que les files d'attente augmentaient sur le parvis. Alors selon les jours, bien sûr, plus le mardi par exemple, et moins les autres jours. Mais l'idée, c'était de comprendre... Ok, on a des files d'attente, mais on voit aussi que normalement, avec la modélisation, normalement, les files d'attente ne se remplissent jamais à 100%. Elles ne dépassent jamais 60% de la capacité selon la modélisation. Donc ça, c'était un premier message qu'on a en tout cas compris avec Bastien, c'est que normalement, ces files d'attente, une fois que elles se remplissent jamais à 100% puisque les fils se vident progressivement à l'ouverture des différents créneaux horaires de l'entrée. Par contre, on a vu que justement, en analysant un peu les micro-phénomènes sur le terrain, que c'était pas finalement la surface du parvis envisagée par le musée était théoriquement possible. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Mais par contre, on s'est rendu compte que d'autres paramètres influençaient déjà dans l'existence cette saturation sur le parvis. Et c'est là, en fait, qu'on a mis le doigt sur 2 paramètres, notamment le premier paramètre que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que finalement, le facteur météorologique avait un impact sur la capacité d'absorption de ces bagages X. Donc, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots à ce moment-là. Complètement, parce que ça a été une révélation. Je vous mens pas, vraiment, quand Bastien et Delphine nous ont alertés là-dessus, on s'est aperçu que notre modèle de vente en ligne était absolument pas le bon, puisque depuis des années, sans trop y réfléchir plus que ça, on adaptait le nombre de créneaux de vente en ligne à la fréquentation. Plus il y avait de fréquentation prévisionnelle, plus on avait de créneaux de vente en ligne. D'accord ? Avec d'énormes problématiques de flux, on ne faisait pas entrer les gens. Attends, je n'exagère pas, vraiment. Il y avait de l'attente, même avec un billet acheté à l'avance. Bref. Et on était un peu désespérés par cette situation. Du coup, Solutions Productives travaille sur le projet, sur le sujet. Et on nous dit, en fait, votre modèle prévisionnel de vente à l'avance n'est pas déterminé par votre fréquentation. En fait, de toute façon, les gens vont venir. En revanche, le temps de passage au bagage X est déterminé par le nombre d'affaires que porte, j'essaie de le dire, voilà, que porte le visiteur, donc parapluie, manteau, etc. C'est donc la météo
qui va déterminer votre capacité d'absorption de vos visiteurs. On a donc changé notre façon de faire la vente en ligne. C'est-à-dire qu'on a adapté, alors on a déterminé des périodes, chaud sec, chaud humide, etc. dans l'année. Bien sûr, là, on a été obligé de modéliser. On ne fait pas au jour le jour, je vous rassure. On a juste des grandes périodicités, normalement, qui fonctionnent à peu près avec le climat français. Et on a désormais un modèle de vente en ligne qui s'appuie sur cette typologie et plus du tout sur notre fréquentation, et avec une autre amélioration apportée par l'étude de solutions productives que tu diras peut-être après, ça nous a permis de résorber notre problème d'attente à la vente à l'avance. Donc pour le coup, effet immédiat, et il n'y a plus d'attente. Si vous achetez votre billet à l'avance au musée d'Orsay, il n'y a plus d'attente, vous entrez à l'heure prévue sur votre billet, ce qui n'était pas le cas depuis des années. Voilà. Et oui. Donc un autre paramètre parmi ceux qu'on a identifié aussi avec les équipes du musée d'Orsay, et ça remontait aussi, aussi par les équipes, c'était qu'en fait la vente en ligne était dimensionnée sans prendre en compte les gratuités. Donc les accompagnants de personnes qui avaient un billet, et notamment les gratuités, donc par exemple des enfants qui accompagnent leurs parents, ou des étudiants qui accompagnent d'autres personnes. Et donc cette proportion, ce paramètre de gratuité qui n'était pas dimensionné dans cette vente en ligne a été aussi un paramètre à prendre en compte pour justement déterminer le nombre de créneaux ouverts sur la vente en ligne. Je continue avec quelques résultats qu'on voulait vous partager. Donc, une des questions du musée d'Orsay, c'était de transformer son vestiaire individuel avec des comptoirs dans le précédent concept en vestiaire individuel libre-service. Donc là, pour le projet, la question c'était, on a imaginé une zone donc, avec des vestiaires en libre-service. Est-ce que ça va être suffisant en termes de dimensionnement pour pouvoir gérer justement l'absorption des flux et des visiteurs au fur et à mesure de la journée et de l'année. Sur cette question-là, en fait, on n'avait pas de situation comparable en quasi individuel à observer à Orsay. Donc, en fait, on a été voir des situations de référence, notamment au musée du Louvre, pour essayer de se rapprocher de phénomènes existants. Et justement qui a permis aussi de nourrir en termes de données réelles justement ce qui pouvait se passer en termes d'usage de ces casiers en libre service, en termes à la fois de données quantitatives et qualitatives qui ont été récoltées à ce moment-là. Donc sur cette question, en fait, cette récolte de données a permis de projeter dans l'espace des futurs vestiaires du musée d'Orsay justement le débit maximum de visiteurs qui pouvaient s'y présenter, et de le comparer avec le débit attendu du musée, de manière à voir si justement l'espace vestiaire était dimensionné correctement. Donc là, les points d'attention qui ont été mis en avant, c'était qu'en termes d'espace de circulation, a priori, ça allait fonctionner. Mais par contre, un point d'attention était mis sur le nombre de casiers sur cet espace-là. Je vais finir sur les résultats. Sur cette partie-là qu'on voulait aussi vous partager, c'est au niveau de la sortie envisagée dans le projet, la sortie Monterland. Donc en fait, on est dans un espace, donc comme l'a dit Elvire, qui n'est pas un espace ouvert au public aujourd'hui, et qui est assez, en termes d'architecture, est très spécifique, avec plein d'espaces et de recoins. Donc l'idée, c'était d'aider le musée à projeter ses futurs flux de visiteurs dans cet espace. Et donc justement d'éclairer le musée sur comment vont se comporter les flux dans cet espace, quels seraient les points d'attention. Donc là, nous avons été faire des observations au niveau de la boutique et la librairie du musée d'Orsay actuel, de manière à comprendre un petit peu justement les flux de visiteurs, comment les flux de visiteurs se comportaient à ce moment-là, à la fois pour le temps de passage en boutique, en librairie, et aussi en identifiant un peu la spécificité de ces flux, c'est-à-dire on a des personnes qui passent dans la boutique et la librairie juste pour sortir finalement, et d'autres personnes qui s'arrêtent. Et donc ces observations ont permis
d'intégrer justement ces données réelles, en tout cas de ce qu'on a pu récolter dans la modélisation. Donc les données ont été mises dans cette modélisation et l'idée c'était justement de pointer un peu les points d'attention. Alors, ce qui avait été révélé à ce moment-là, c'est qu'en termes d'espace envisagé, a priori, l'espace pouvait absorber les flux de visiteurs, avec néanmoins plusieurs zones d'attention, et notamment, on avait tout un point d'attention sur la librairie, qui était la future librairie, qui est un espace un peu plus restreint, qui est ici en bas à gauche, et puis également sur la gestion des files d'attente des caisses, qui étaient dans le projet positionnées proche d'une sortie. Et puis aussi, on avait aussi remarqué dans l'existant que tout ce qui était signalétique avait un gros impact aussi sur comment les personnes allaient se diriger vers la boutique ou non. Et donc ça, c'est aussi un point d'attention qu'on avait relevé dans cette partie-là du projet. Tu voulais dire quelque chose? Donc, l'apport de la démarche de la démarche Fluid Dynamics 4D du cabinet. En résumé, pour vous donner les messages clés, en tout cas qu'on voulait faire passer aujourd'hui, c'est une démarche innovante et dans le sens où l'idée, c'est vraiment par cette démarche d'identifier plusieurs leviers d'action, d'amélioration. Vous l'avez compris qu'à travers cette présentation, on peut être sur des leviers d'action techniques, sur par exemple le nombre de bagagistes, le nombre de postes, mais aussi organisationnel, puisque très lié à l'organisation du travail. Également sur tout ce qui est modèle économique. Là, ici, c'était dans le cas de vente en ligne, par exemple. On est aussi, et ça c'est un point très important, c'est une démarche qui est en co-construction avec le client. Donc on est vraiment dans une conduite sociale, donc avec le client, mais quand je dis client, c'est vraiment toute l'équipe derrière, l'équipe projet, l'équipe de terrain, donc direction, encadrement et agents. Et qui permet aussi de co-construire au fur et à mesure la modélisation pour que ce modèle soit vraiment le plus partagé possible. C'est également un des avantages de cette démarche, c'est la maîtrise des coûts. On est vraiment lié aux coûts liés à la conception et du temps passé sur les différentes versions du projet. Et ça, c'est un point important aussi. C'est qu'en tout cas, avec le musée d'Orsay, dans ce projet-là, on l'a vraiment vu que ça a vraiment réduit rapidement le nombre de scénarios à aller investiguer dans le projet. Pour continuer la simulation au plus proche du réel, l'idée, c'est pas d'analyser tout, mais vraiment les phénomènes représentatifs majeurs de ce qui peut se passer dans la vraie vie au niveau du terrain, au niveau des visiteurs, au niveau des agents, de manière à ce que ces données soient le plus représentatives possible. Et c'est pour ça que ce point-là rejoint le point de conduite sociale, puisqu'on ne peut pas travailler seul, bien sûr, il faut travailler vraiment en co-construction. Et enfin, l'idée, c'est pas de modéliser tout et n'importe quoi, c'est vraiment de cibler vraiment par rapport à la question, au projet du client initialement, pour que justement, on avance pas à pas avec le client et ses questions. Et c'est voilà, vous avez une illustration de comment on a travaillé au fur et à mesure avec le musée d'Orsay sur, selon leurs questions, finalement, les questions d'entrée qui s'affinaient et qui s'affinaient au fur et à mesure. Est-ce que c'est la conclusion? Oui. Je voulais insister sur un point qui nous a semblé extrêmement important dans toute la collaboration qu'on a eue avec Solutions Productives, c'est qu'on passe d'une vision macro au sens gestion de flux programmatique large d'un projet là de refonte de l'accueil, jusqu'à la question des conditions de travail de nos agents, qui nous tient vraiment à cœur, encore une fois, dans le cadre d'un projet de refonte architecturale. Et ça nous a vraiment aidé à naviguer entre cette vision macro des gestions de flux des visiteurs jusqu'à comment un agent travaille en interaction. Ça a permis de mettre au jour des choses, de faire ressortir certaines difficultés de certaines équipes, etc. Donc c'est vraiment un entonnoir absolument nécessaire. Et je voulais aussi insister sur le fait
que, par exemple, les modélisations 3D ont été très utiles en dialogue social avec les organisations syndicales, puisque les organisations syndicales avaient des craintes absolument légitimes sur le fait qu'on ouvre un nouvel espace qui aujourd'hui n'est pas du tout destiné au public, qui est de la circulation dans cet espace, comment ça va se passer, c'est des agents au quotidien qui font l'évacuation, etc. Voilà. Et la modélisation 3D a permis aussi non seulement de fluidifier les flux, on l'espère, mais de fluidifier le dialogue social. Parce que les organisations syndicales ont bien vu que les modèles tenaient face à la réalité quand on a expliqué notre méthodologie. Voilà, donc pour nous, ça a été absolument essentiel pour mener ce projet. Donc on verra la réalité, puisque les travaux commencent en 2026. On verra comment ça se passe en réalité, mais en tout cas, ça nous a vraiment permis de définir notre projet au plus près du besoin de nos visiteurs et de nos agents. Voilà. Merci. Merci Elvire, merci Delphine. En plus, vous avez tenu le temps, donc c'est super. Ça nous laisse le temps de quelques questions avec la salle, si certains sont curieux et ont envie d'avoir des compléments d'information. Bonjour. Cette partie de conception et des conclusions, c'est combien de temps de projet Sur l'étude, en fait, je vous ai dit qu'on a travaillé 15 ans sur l'aspect vraiment... vraiment les études en amont. Par contre, à partir du moment où on a lancé le projet, entre guillemets, ça fait 2 ans qu'on travaille en conception, en maîtrise. Alors, on a une maîtrise d'œuvre interne, ce qui facilite les plannings, puisqu'on n'a pas on fait pas un appel à projet, etc. Donc c'est plus simple. Et surtout, ça facilite aussi les communications au quotidien. Voilà. Mais nous, c'est 2 ans. Mais sur l'étude de flux, pour le coup, enfin sur l'étude qu'a menée Solutions Productives purement, en fait, on a avancé au fur et à mesure. On a relancé des études avec Solutions Productives à plusieurs reprises. Ouais, une bonne année. Mais avec des itérations. Hein. On a fait une première étude, puis on a relancé sur un autre scénario, etc. Voilà. Oui, la durée de l'étude est très dépendante aussi de l'avancement du projet, des différentes questions posées, donc on s'adapte vraiment à ce timing projet en fait. Mais c'est un investissement de temps, qui est nécessaire. On ne regrette pas du tout d'avoir fait des études de maîtrise d'ouvrage, on va dire, assez poussées, parce que justement, ça fait, vu que c'est une réhabilitation de bâtiments anciens, historiques, etc., les études en maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire architecturales, sont déjà suffisamment complexes. Si en plus, on est content d'avoir pris ce temps nécessaire d'études en amont. Merci, bonjour. C'est un très beau projet, donc déjà bravo. Moi, je me questionne sur le parcours visiteur une fois à l'intérieur, parce que là, on a vu le début. Donc, est-ce qu'une fois à l'intérieur, il y a aussi optimisé un peu son expérience visiteur? Parce que voilà, moi, je travaille avec les tour opérateurs, donc des fois, on a 2 heures pour Musée d'Orsay. Donc déjà, s'il me perd 30 minutes à l'entrée, ils vont rien voir. Donc, par exemple, des fois, les parcours couleurs ou je ne sais pas, des dépliants thématiques, ça sera peut-être un peu bienvenu. Je ne sais pas si vous avez pensé aussi. On travaille beaucoup sur l'expérience visiteur et notamment avec un gros projet de refonte de la signalétique et de l'orientation qui n'est pas encore prêt. Mais on a peu de leviers sur le parcours visiteur lui-même. L'architecture est très arrêtée. Si vous connaissez le musée, non seulement il y a la gare initiale, mais il y a aussi ce projet architectural qui a été inauguré en 86, qui est très très marquant et qui malheureusement peut assez peu être modifié, assez peu bouger. Évidemment, les accrochages à l'intérieur peuvent bouger, mais c'est pas quelque chose sur lequel on peut beaucoup agir. Il y a eu un gros travail de rénovation en 2012 et c'est à peu près le maximum de ce qu'on peut faire en matière d'amélioration du parcours des visiteurs. C'est pour ça qu'on se concentre beaucoup sur l'accueil, parce que justement, si on réduit le temps d'attente, si on simplifie l'accès, au moins on a déjà épargné à nos visiteurs qui sont en groupe ou qui sont en individuel des complexités et des moments pas très agréables pour arriver aux collections. Mais je ne vais pas vous mentir, on n'a pas énormément de levier sur le parcours au sein des collections. Et on a une fréquentation qui est énorme, qui est vraiment en saturation. On ne sature pas la jauge de sécurité, mais je veux dire, on a beaucoup de fréquentation. Et c'est vrai que pour le confort de visite, malheureusement, on n'a pas énormément de levier là-dessus. Voilà.
J'avais une petite question, mais comme je suis arrivé avec 5 minutes de retard, je n'ai pas entendu si vous étiez dans une logique partenariale ou si c'était un marché. Mais si c'est un marché, je voulais savoir quelle était à peu près l'enveloppe budgétaire de cette année d'études. Zut, la colle. C'est un marché, en effet, qui a été. Il y a eu un premier marché et qui a été renouvelé, à nouveau avec Solutions Productives. Mais alors l'enveloppe budgétaire pour une année, je ne pourrais pas vous dire parce qu'il y a plusieurs travaux en cours. Et sur le projet de refonte de l'accueil. Si vous voulez, on peut vous donner une estimation a posteriori, mais là, j'avoue, c'est un peu la colle. Tu as une idée, Delphine ? Même moi, je n'ai même pas d'idée globale. Il y a un marché cadre qui est défini, mais oui, mais là, sur l'accueil en lui-même... Sur des chiffrages qui sont ajustés aussi, et comme on a pas mal travaillé par phase, on peut tout à fait démarrer par des enveloppes relativement modestes en fonction des questions posées. C'est-à-dire que si on est sur une question simple à un endroit, pour 10 000 €, on peut déjà commencer à proposer un premier niveau de réflexion avec un premier niveau de modélisation. Et puis après, en fonction aussi de ce que le client veut savoir en plus, eh bien, on active d'autres tiroirs. Peut-être justement pour rebondir sur la question partenariale, c'est vrai que c'est particulier aussi avec le musée d'Orsay parce que on a, comme je le disais, à partir de 2016, en fait, on travaille depuis 2016 ensemble et on a vraiment commencé par des périmètres très restreints, banque d'accueil, une banque d'accueil, reconception de la banque d'accueil et au fur et à mesure, forcément, nous qui analysons les impacts visiteurs, impacts agents, on ne pouvait pas passer aux côtés de tout ce qui est gestion des goulots d'étranglement, des files d'attente. Et progressivement, voilà, le cahier des charges, en tout cas le marché, à chaque fois qu'on voulait postuler pour le marché, on voyait que le périmètre aussi grandissait dans le cahier des charges. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ça a vraiment porté ses fruits, on va dire, depuis ces années pour aussi mieux se connaître, faire connaissance et voilà, ouvrir les sujets d'intervention. Merci. Moi, je voudrais savoir toute la réflexion menée autour des espaces d'accueil dont le flux fait partie. Et elle a été constituée de quel profil? Donc, il y a effectivement le maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage, pardon. Est-ce que vous avez fait appel à des designers? Est-ce qu'il y a eu une maîtrise d'usage en plus de cette question des flux et comment a été constituée l'équipe? Alors, c'est des questions de méthode de travail et quelqu'un assez récemment a qualifié le musée d'Orsay de kolkhoz dans son organisation, c'est-à-dire que tout le monde participe et tout le monde donne son avis, ce qui parfois est un petit peu ralentissant. En tout cas, les toutes premières réflexions sur l'accueil est vraiment venue de la direction des publics dans un premier temps, en réalité. L'équipe projet s'est élargie aux directions vraiment terrain, métier, vraiment pendant assez longtemps, donc surveillance et public globalement. Et ensuite, on a commencé à travailler avec la direction de l'architecture, qui a une maîtrise d'œuvre interne. Donc c'est vrai que le fait d'avoir une maîtrise d'œuvre interne, ça permet de faire, même sans designer de la 3D tout de suite en programmatique, de positionner, de faire des plans. Mine de rien, ça a l'air de rien, mais c'est important de faire des plans, de poser dans l'espace. Et puis, évidemment, quand le projet est devenu vrai, c'est-à-dire quand on a commencé à le chiffrer, on a commencé à voir quel investissement il allait falloir mettre derrière, nous, la maîtrise d'œuvre s'est dotée de toute son équipe de bureau d'études techniques. Donc là, pour le coup, on bascule vraiment dans les métiers architecturaux avec une interaction forte, évidemment, de la maîtrise d'ouvrage qui doit quand même vérifier le travail fait par la maîtrise d'œuvre. Mais on est vraiment parti des métiers. Et on n'a pas trop dit, on n'a pas trop insisté là-dessus. On a beaucoup travaillé aussi avec les agents concernés. Vraiment les agents sur le terrain. Il y a eu beaucoup d'ateliers de travail animés, soit en interne, soit par Solutions Productives, pour comprendre les interactions des agents avec le public pour ne pas risquer de reproduire des dysfonctionnements existants actuels. Et comme disait Delphine, les micro-phénomènes sont micros quand on les observe, mais en réalité, ils peuvent vite avoir un impact sur l'organisation d'un ensemble de travail complet. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, absolument. Il évolue, du fait qu'on ait une maîtrise d'œuvre interne, il évolue parfois plus tardivement
en fait, il est encore en évolution dans des phases architecturales où normalement, quand on a une maîtrise d'œuvre externe, on n'évolue plus. Ça offre cette souplesse-là et cette difficulté de travail-là, parce que c'est pas toujours évident pour les architectes et pour l'équipe, mais ça offre cette possibilité de faire encore évoluer le projet assez tardivement dans des phases proches des travaux, en réalité. Voilà. Je crois qu'on a encore le temps pour une petite question. C'est encore dans le même sujet. Donc, vous avez toujours la maîtrise d'œuvre, c'est à l'interne à chaque fois. Donc, même pour les grosses... Même pour les grosses opérations. C'est une Super. spécificité Orsay. Oui. On peut en discuter sur les bienfaits et les difficultés que ça peut créer. On a une maîtrise d'ouvrage interne et une maîtrise d'œuvre interne. Pour des projets, alors là, on a 2 grands projets. Vous avez peut-être entendu parler du projet de réhabilitation Maïnel sur les quais, qui est un gros projet de réhabilitation. Et on va se lancer dans la refonte de l'accueil, qui est un autre gros projet de réhabilitation. Et on n'est pas un si gros musée que ça en réalité. Voilà. Oui. D'accord. Et ce groupe, c'est que le musée d'Orsay ou c'est l'orangerie Orsay? En fait, pardon, je dis musée d'Orsay de manière... merci de me corriger, vous avez entièrement raison. C'est parce qu'on en a beaucoup parlé de la refonte de l'accueil. Voilà. On est l'établissement public du musée d'Orsay et de l'orangerie. Et il y a également un gros projet de rénovation de l'accueil à l'orangerie en ce moment. Voilà, on fait beaucoup de travaux là. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Bien, je crois que notre temps est écoulé. Merci en tout cas pour votre attention. Comme vous le voyez sur la diapo, là, on vous invite à passer nous voir sur notre stand. On est juste à côté si vous avez d'autres questions et on vous y répondra avec grand plaisir. Merci en tout cas Elvire, Delphine et Bastien aussi qui était notre grand chef d'orchestre de toutes ces modélisations. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup.